Donc bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons aux Utopiales 2018 en compagnie de Andreas Eschbach, auteur aux éditions de la Talente de l'Or du Diable qui est paru au début de l'année. Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce roman ? C'est un roman qui était très long dans la derrière de ma tête, 20 ans, une première idée jusqu'à l'apparition en Allemagne. Tout a commencé avec une conversation avec mon fils quand il avait 6 ans, 7 ans. Il voulait savoir si c'est vrai qu'on peut faire de l'or. Et je lui ai expliqué, oui, c'est possible dans la physique. J'ai expliqué les atomes et tout ça. Et ensemble, on a recherché, oui, c'est vraiment le fait intéressant que le mercure et l'or, ils sont voisins dans le système périodique des éléments. Ce qui est étonnant parce que l'une c'est un métal liquide et l'autre c'est l'or. Mais à vrai dire, si on bombarde l'une avec des particules nucléaires, une certaine partie du mercure se change en or. Sauf que c'est tellement cher à faire que ça ne vaut pas la peine. Oui, et puis ça doit être très très compliqué aussi. Donc finalement, vous êtes parti sur une autre explication. Vous abordez le thème de la pierre philosophale, il me semble. Comment... Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'intrigue ? On n'est pas au présent actuel, on est dans le passé, avec des chevaliers. Ça commence à Moyen-Âge. Des chevaliers découvrent un homme qui transporte une pierre très lourde, vachement lourde, dans une petite coffre, une pierre très lourde et très dangereuse. Il tue un jeune chevalier avec sa radiation, mais radiation c'est pas quelque chose qui a dit quelque chose au chevalier. Oui, après, c'est la recherche à cette pierre philosophe qui est disparue et qui est retrouvée dans notre temps. Donc ça mélange histoire et puis enquête. Donc comment est-ce que vous avez fait ? Vous avez dû faire beaucoup de recherches pour écrire le livre, pour savoir qu'est-ce qui se faisait à l'époque, comment la pierre philosophale était vue. Oui, la littérature sur l'alchimie, c'est énorme. J'ai lu beaucoup de livres sur l'alchimie, sur l'histoire, parce qu'il m'a fallu de construire une intrigue autour dans ce monde des chevaliers religieux et tout ça. Alors j'ai lu beaucoup et en plus j'ai communiqué avec une historienne pour vérifier mes épisodes historiques parce qu'il faut éviter quelques mots et quelques idées qui sont trop nouveaux pour cette période. Alors elle a vérifié et faire sûr que tout est correct. Elle m'a aidé un peu avec ça. Et pour le côté, parce que votre héros qui enquête, donc qui vit à notre époque, va demander de l'aide à son frère, qui lui est quand même un scientifique plutôt renommé, enfin en tout cas qui est très 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 intelligent. Vous avez fait aussi vérifier, enfin par une personne
versé en sciences ou ça, cette partie-là, ça a été, c'était seulement de votre ressort? Ouais, c'est quelque chose qui est plus proche à moi parce que j'ai étudié pas les sciences, mais les sciences techniques. Et je connais des gens comme ça. J'ai eu des idées comme les gens sont du type tout ça. Et en plus, je construis le frère un peu comme un miroir pour Hendrik, parce qu'ils sont très différents et à la même temps ils sont pareils parce qu'ils sont tous les deux fanatiques. C'est vrai, pas de la même façon, c'est les deux faces d'une même pièce. Et oui, oui, oui. Et donc vous mélangez l'historique, la fiction, le réel. Qu'est-ce qui vous plaît en fait dans ce mélange? Vous aviez envie de dire, d'aborder quelque chose, des thématiques que vous aborderiez pas autrement? Ce que je voulais, que j'ai un peu détruire les lignes fixes de notre réalité. Parce que dans ce roman, après un certain point, tout paraît possible. Et la plupart des romans préparent ce moment que ce qui nous paraît être sûr dans notre vie réelle, ça commence à disparaître. Et tout s'atténue oui, petit à petit. Après, on ne sait plus ce qui est une fantaisie et ce qui est réalité. Ouais, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est possible ou non, ce qui tient du rêve ou même du cauchemar. D'ailleurs, pour Hendrik, ça devient vite un cauchemar. C'est quand même pas un personnage, un héros très charismatique. Hein. Il a du mal à trouver sa place vis-à-vis de son frère, dans la société. Est-ce qu'on peut voir ce roman comme aussi une quête initiatique en dehors du fait que ce soit une enquête Oui. C'est sa recherche de bonheur. Et il y a un certain point quand il commence à comprendre que la bonheur lui évite à cause de sa recherche. Parce qu'il recherche tellement que la recherche elle-même fait la bonheur disparaître. Il n'est jamais content. Mais il est à ce point pas encore prêt pour vraiment comprendre pour les conséquences. Après, est-ce que c'est seulement de sa faute? Est-ce qu'on peut voir une figure du diable dans la personne qui l'accueille dans le château? Est-ce que c'est une figure très, très sombre, très mystérieuse finalement? Est-ce qu'il n'y aurait pas une entité surnaturelle? Enfin, finalement, est-ce qu'on peut imputer ça seulement au désir humain? Non, le diable, ça serait une autre dimension. Mais c'est un... Est-ce que c'est de l'or maudit? Enfin, cette quête finalement, c'est une malédiction. Oui. Puisque... Vous avez trouvé des sources d'ailleurs où c'était une bénédiction? Non, c'est une maléfiction. toujours. Et vous écrivez donc pas mal de science-fiction, de fantastique, ce sont des genres qui vous tiennent à cœur. Est-ce qu'il y a une raison en particulier? Ça permet de parler de choses plus facilement, de faire passer des messages, ou c'est seulement parce que vous aimez beaucoup ça? C'est parce que j'aimais lire ça quand j'étais jeune. Alors je suis habitué à cet environnement des idées de la science-fiction. Un bon écrivain peut transporter n'importe quelle idée dans n'importe quel genre. Alors, on trouve des idées fantastiques et des idées profondes aussi dans les romans de l'amour ou des polars, tout ça. Ça dépend d'écrivain.
Euh, le roman, généralement, c'est un moyen de transporter des idées qui sont derrière l'histoire. Et ça, c'est possible dans chaque genre. Et dans celui-là de roman, il y en avait une en particulier que vous aviez envie de mettre plus en avant Une question qui est là-dedans, c'est les alchimistes, sont-ils vraiment disparus? Et moi je dis, ah non, pas vraiment. Ils existent toujours, mais ils ont un autre nom aujourd'hui. Ils sont très reconnus, ils ont une très grande influence, mais on ne s'est pas rendu compte que ce sont des alchimistes d'aujourd'hui. Ils se sont cachés. Ils se sont cachés. Comme d'ailleurs l'ordre des Templiers qui piste désespérément la pierre philosophale. Vous pensez qu'ils existent toujours aussi quelque part? Oui, c'était une découverte surprenante. Et vous avez eu des sources d'inspiration en particulier quand vous avez écrit ce roman? En dehors peut-être de vos recherches plus scientifiques ou historiques? Non, le moteur derrière, c'était cette différence. J'ai eu cette idée pour le début, cette découverte de cette pierre lourde, et j'avais une image de la fin. C'est le moment où il lève ses mains de cette pont et a laissé ses traces dans le métal. Ça, je dois arriver d'ici à là. Ça, c'était le challenge. Et vous y êtes arrivé d'un coup ou finalement ça a pris des chemins détournés? Ça m'a pris des ans. Plusieurs fois que j'ai expliqué à ma femme, ah maintenant j'ai l'idée, comme j'y arrive. Elle m'a posé quelques questions, pourquoi il fait ça et pourquoi il fait ça. Oui, il n'a pas vraiment raison. Il a manqué des pièces, elles étaient un puzzle qui était combiné pendant 20 ans. Donc il a fallu tout remettre en place, bien trouver la ligne. Et maintenant que ce roman est terminé, qui est paru, vous travaillez sur autre chose? Vous avez d'autres projets en cours? Oui, dans le moment, j'écris quelque chose de totalement différent, comme d'habitude. J'ai commencé une série dont le premier tome est déjà paru en France, Aquamarine. Et il y a déjà un deuxième tome qui est paru en Allemagne. Et dans le moment, j'écris le troisième. D'accord. Vous pouvez nous en parler un petit peu de quoi ça parle? Oui, c'est l'histoire du Sahara. La fille qui peut respirer sous l'eau, qui découverte une deuxième espèce humaine qui vit sous l'eau, qui est d'origine artificielle. Dans le premier tome, elle découvre ses origines. Elle a un père qui est qui est à part de cette espèce. Et dans le deuxième tome, elle vit avec ces hommes sous-marins sous l'eau. Et dans le troisième tome, c'est une autre histoire que je vais raconter plus tard. On va éviter de tout dévoiler tout de suite. Oui. D'ailleurs, en entendant votre résumé d'Aquamarine, c'est un petit, enfin, c'est pas comme l'Or du Diable, mais il y a une intervention humaine. L'Or du Diable, c'est l'intervention du changement du mercure en or. Là, c'est des modifications finalement de l'espèce humaine pour qu'elle puisse respirer sous l'eau. C'est quelque chose qui vous plaît
d'explorer en fait ce que l'humain peut faire sur les choses ou les êtres. Ah oui, on peut dire que c'est mon sujet principal, c'est l'avenir de l'humanité. C'est ce qui m'intéresse. Et c'est pour ça que donc, vous en parlez dans vos romans. Et on peut vous rencontrer sur d'autres festivals, vous allez être en dédicace peut-être sur d'autres salons ou pas? Dans le moment, c'est rien prévu. Utopial, c'est la dernière chose que je fais cette année. Et l'année prochaine, on verra. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions. On vous souhaite un très bon festival. Merci.